Nous avons ainsi un premier moment d'inspiration, mais c'est Fanny qui va vous reprendre la main pour inviter cette personne sur scène. On va rentrer dans le vif du sujet, effectivement, comment faire symbiose, comment interagir avec le vivant, comment améliorer notre rapport avec le vivant et s'intégrer dans cette boucle. J'ai le plaisir d'accueillir François Sarano, qui est océanographe, qui, on peut l'appeler le monsieur cachalot, le monsieur baleine. C'est un monsieur extrêmement inspirant qui va venir me rejoindre sur scène tout de suite. Il a été longtemps le conseiller technique du vénérable commandant Cousteau. Il va d'abord, avant toute chose, établir un diagnostic. Sommes-nous suffisamment des êtres symbiotiques? On pourrait peut-être vous lancer comme ça, François. Venez me rejoindre. Merci, François Sarano, on peut l'applaudir. Venez ici si vous voulez. Vous pouvez préférer le pupitre aussi, mais ça vous laisse plus de mobilité, on va dire. Merci infiniment. Merci de votre accueil. Merci de l'accueil de la ville de Tours, que je connaissais peu, que j'ai eu l'occasion de visiter. Formidable. Merci vraiment. Pierre Dubreuil, j'ai l'impression que je vais un peu plagier, répéter ce que Pierre a si bien dit tout à l'heure. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, au nom de tous nos colocataires sauvages, les petits, les encombrants, ceux qu'on ne connaît pas, merci de ce moment d'attention important de tous ces colocataires qu'on a mis dans un gros sac, distant de nous, et qu'on a appelé nature. Eh bien, cette nature, il est urgent de l'écouter et de comprendre que nous sommes nous-mêmes dans le sac et qu'il n'y a pas de différence entre la nature et nous. Nous sommes la nature. En septembre, un colloque mondial pour la préservation de la nature. Un constat effroyable. Sur les 140 000 espèces qui ont été étudiées, inventoriées, en oubliant toutes les autres évidemment, plus de 30% sont en danger d'extinction. Et on considère aujourd'hui quasiment que si les espèces ne sont pas en danger d'extinction, tout va bien. On en a oublié la plénitude passée. Fini. On ne s'occupe plus que de celles qui vont disparaître. Des 1000 saumons qui remontent ici dans la Loire, alors qu'avant, c'était des pavés de saumon, des chemins de saumon, des rivières de saumon. C'est effroyable parce que 30%, c'est beaucoup. Non, c'est pas pour ça que c'est effroyable. C'est effroyable parce que ça fait 40 ans qu'on le dit. Quand on a débuté avec Cousteau, déjà on le disait dans les années 70. Il y avait peut-être que quelques initiés. Mais en 92, le sommet de la Terre de Rio, tous les chefs d'État, tous les gouvernements étaient au courant, puisque tous les chefs d'État ont signé une feuille de route qui s'appelait l'Agenda 21 et qui devait nous mener au 21e siècle dans une ère où enfin le développement aurait été durable. Enfin, nous aurions arrêté l'érosion de la diversité. Force est de constater que, au cours de ce congrès en septembre, la multiplication par 10 des espèces en danger signe la faillite de ce que nous aurions dû faire. Nous savons tout. Les causes de l'érosion, c'est que nous nous sommes appropriés la planète, en oubliant qu'il y en avait d'autres organismes vivants qui l'occupaient aussi. Alors nous occupons les sols, nous urbanisons nos routes, nos bagnoles, les parkings de plus en plus, et nous considérons tous ceux qui sont autour de nous, et qui sont chez nous, somme toute, puisqu'on s'est attribué l'ensemble de la planète, soit comme des concurrents, soit même comme des nuisibles. Et nous faisons tout pour les éliminer. Alors ne nous étonnons pas de voir la disparition des espèces.
La dégradation des milieux est la première cause de cette disparition. Nous le savons. Changeons tout de suite. Ici, dans la ville de Tours, faisons effectivement, j'ai vu des choses remarquables. Il faut dire qu'ici, on est dans une sorte de modèle, donc toujours difficile de parler. Mais ailleurs, chez moi, à Valence, où on a bétonné tous les canaux, c'est une lutte quotidienne pour essayer de dire, mais non, arrêtez, préservez juste ce petit marais-là. C'est très difficile. Deuxième chose, les polluants. Non, mais il y a un moment donné où il faut arrêter, quoi. On n'arrête pas de faire des fongicides, des pesticides, des biocides, tuer. On est en train de provoquer le plus grand fratricide de toute l'histoire de la vie. Et on s'étonne que 30% des espèces soient aujourd'hui en voie de disparition. Mais on fait tout pour ça. On fait tout pour ça. Nous savons, il faut arrêter. Il n'y a plus besoin d'étudier. Il y a besoin d'arrêter les pesticides, les fongicides. C'est tout de suite. Et alors, ce sera le moment d'étudier pour voir la renaissance du vivant. Et je ne passerai sur tous les autres qui sont la surexploitation des océans, le changement climatique, les espèces invasives. On le sait, tout ça. On le sait. Mais quand même, aujourd'hui, on continue la chasse et la pêche de loisirs. On continue à jouer, à tuer. On est au XXIe siècle et on a des concours de chasse sous-marine. On sait. Et cette disparition, est-ce que c'est grave? Ben oui, c'est grave. Ben oui, c'est grave. Ça fait 3,5 milliards d'années que la vie se diversifie, différence après différence, spéciation, et on arrive à une toile du vivant qui n'est que interdépendance. La force de la vie, sa résilience, elle est toute là-dedans, dans cette interdépendance, dans ces liens. Une espèce, un individu n'existe que par les liens qu'il tisse avec les autres organismes et le milieu. Je n'existe que par les liens que j'ai avec vous, que j'ai avec ma famille, que j'ai avec le jardin, que j'ai avec l'air que je respire, que j'ai avec l'océan. Je ne suis rien, je ne suis que ces relations. Que relations. Par conséquent, quand fil après fil, nous supprimons des espèces, des populations, nous décortiquons la toile du vivant dont nous sommes l'une des mailles. Une des mailles. C'est tout, pas plus. Et fil après fil, nous enlevons ce que nous sommes. Nous ne sommes qu'un fil, ou je dirais qu'un fils de la toile du vivant. Donc nous nous condamnons. Autre chose quand même. Vous avez des enfants, j'ai des petits-enfants, et une petite fille à Yaté. Est-ce que pour toute nature, je vais lui offrir des champs de maïs, des fermes aquacoles, des industries de protéines d'élevage? Est-ce que c'est ça que je veux offrir à mes enfants? Non, c'est pas ça. Eh bien, nous courons à ça. Plus nous contrôlons le monde, plus nous l'urbanisons, plus nous l'asservissons, plus nous le virtualisons, plus nous réduisons notre fenêtre de liberté. Il faut accepter autour de nous de la broussaille, des choses sales qui nous échappent et dans lesquelles nos colocataires sauvages vont trouver, eux, des espaces de liberté. Leur liberté, c'est la nôtre. Plus nous contrôlons, plus nous réduisons notre monde. Plus nous leur laissons des espaces sauvages, libres, indomptés. Plus nous nous laissons des espaces de rêve, des espaces de liberté où nous pourrons laisser vivre nos enfants dans un univers riche de découvertes, d'imprévisibilité.
Arrêtons le Disneyland. Est-ce que nous allons condamner nos enfants à leur dire, tu vois ici, là, oui, derrière la vitre, là, ce requin balède. Oh, autrefois, j'ai nagé avec des monstrueux, c'est formidable. Est-ce qu'ils vont devoir aller retrouver ces géants, ces éléphants, ces rhinocéros qu'on évoquait, ou ces castors, dans des aquariums géants, des zoos, des musées, des pathétiques arches de Noé? Nous allons vers ça. Changeons. Et la dernière raison, qui me paraît encore plus importante, nous disons, nous, humains, différents de tous les autres organismes vivants. Et nous avons raison. Nous sommes différents. Nous sommes géniaux. Et notre génie, parmi tous les autres génies de la planète, que l'on retrouve chez toutes ces espèces autour de nous, qui ont, comme tu l'as souligné tout à l'heure, 3,5 milliards d'années d'évolution, on n'est pas plus évolué qu'eux. Sortez dehors, allez voir les tilleuls, les érables, ils sont aussi évolués que nous. Même âge, même ancêtre. Ils sont géniaux. Vous avez vu les arbres? Rien qu'avec l'énergie solaire, ils arrivent à faire de la matière organique avec un peu de carbone, un peu d'eau. Quel génie! Mais nous aussi, nous sommes géniaux. Nous aussi. Et notre génie, c'est quoi? C'est de savoir tout ça. C'est d'avoir cette connaissance formidable de l'histoire du monde, de la richesse, de la diversité. C'est de savoir ça. C'est ça, notre génie à nous. Mais ce génie-là, ça nous donne une responsabilité écrasante. Écrasante. Celle d'agir en toute liberté et toute connaissance de cause à leur égard. En toute connaissance de cause, ce que nous faisons, nous le savons, nous pouvons écraser ou préserver. Et qu'est-ce qui fait là-dedans notre humanisme? Eh bien, c'est l'égard, le respect que nous avons pour tous les autres. C'est cette liberté-là. Chaque fois que nous laissons filer une espèce, c'est consciemment, c'est en conscience. Nous savons encore une fois. Eh bien, chaque fois, nous égratignons un petit peu plus ce que nous revendiquons être, sapiens. Nous nions notre humanisme chaque fois que nous écrasons une espèce consciemment, chaque fois que nous utilisons ces pesticides consciemment, chaque fois que nous faisons un nouveau parking consciemment. C'est notre humanisme, et c'est ce qui fait notre identité que nous écrasons. Alors pourquoi est-ce qu'on ne change pas puisqu'on sait tout ça? Pourquoi est-ce qu'on ne change pas puisque nous avons des petits-enfants que nous aimons? Pourquoi est-ce qu'on ne change pas puisque nous voulons lui offrir le monde le meilleur? Ben, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est l'amnésie écologique qui nous frappe chacun d'entre nous et qui fait que nous considérons comme originel le monde que nous découvrons pour la première fois. Et ainsi, il y a un glissement de référence. De génération en génération, on oublie l'ensemble des bouleversements que le monde a connus. Qui a connu la Loire pleine de saumon? Personne, moi non plus. Donc la Loire n'a jamais été pleine de saumon. Je vois, mes filles n'ont jamais connu les tourbillons de chauves-souris, des dizaines de chauves-souris qui tournaient autour des lampadaires, qui étaient noirs d'insectes. Leur référence, c'est 2-3 chauves-souris. Formidable! Les requins, quand on partait avec la Calypso, on se mettait à l'eau, et instantanément, il y avait des dizaines de requins qui montaient. Aujourd'hui, quand nous, plongeurs, nous voyons un requin, waouh, c'est formidable! C'est formidable! Cette amnésie écologique, il faut la combattre, et ça,
Le monde scientifique est là pour ça, il témoigne de ce qui était. Et il faut témoigner. Et le Muséum d'histoire naturelle est un atout formidable pour faire passer tout ce qu'on savait et le transmettre. Mais cette amnésie écologique, elle n'est pas la seule. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il y a de plus grave, c'est que nous sommes totalement, pour la plupart d'entre nous, indifférents à la disparition des espèces, simplement parce qu'elles n'existent pas. Elles n'existent pas, ces espèces. Pourquoi est-ce que nous nous soucierions de choses qui n'existent pas? Nous vivons hors sol, totalement hors sol, dans nos villes, dans nos bétons. Tout à l'heure, le jeune homme qui tapait avec son ballon de basket, symbolique, moi, la diversité. Pourtant, il y avait de très beaux arbres tout autour. Elle est là, elle n'est pas loin. Mais pour la plupart d'entre nous, qui sommes encore une fois des citadins de plus en plus virtuels, nous avons non seulement effacé dans les rivières, les poissons, mais là, dans nos mémoires, faites un micro-trottoir, faites un micro-trottoir. Quand j'étais gamin, il y avait la rousserolle effarbate, il y avait le pinson des arbres, il y avait la mésange, il y avait, aujourd'hui, oiseaux. Et encore. Quand j'étais gamin, il y avait la grémille, il y avait le gardon, il y avait la tanche. Aujourd'hui, poisson. Et encore. Nous avons effacé de nos mémoires tous ceux auxquels nous devions prêter attention. La nature n'est plus que le décor de nos loisirs ensoleillés, pourvu qu'il y ait du soleil. Le reste, c'est flou. Vous savez, comme dans les tableaux d'autrefois, du 18e, 19e, la nature ne comptait pas, il n'y avait que l'homme. Et on faisait une sorte de flou coloré pour mettre en avant l'homme. Mais peu importe les espèces, la couleur. Eh bien, nous en sommes là aujourd'hui. Et ce qu'il faut faire, c'est briser cette indifférence. On peut faire tous les calculs, ça fait 40 ans qu'on en fait des calculs et des statistiques. Il faut changer, changer, changer. Et les statistiques, malheureusement, les chiffres, malheureusement, parfois, trahissent le vivant qu'ils sont censés décrire et qu'ils sont censés sauver. Si je vous dis qu'on pêche 90 millions de tonnes de poissons par an dans le monde, ça vous dit quoi, 90 millions de tonnes, 240 000 espèces, 360 millions de kilomètres carrés, 80 millions de... Ça ne dit rien. Pardon, mais les chiffres, souvent, trahissent ceux qu'ils sont censés servir, ici la diversité. Je viens de lire un article très intéressant qui parlait des baleines. Les baleines, on vient de découvrir qu'elles mangeaient beaucoup plus de krill qu'on imaginait, plusieurs centaines de kilos, et que par chance, elles en mangeaient encore plus, de telle sorte qu'elles arrivaient à régénérer le fer nécessaire à la production primaire et qu'elles étaient des puits de CO2. Mais c'est pas ça des baleines! Je ne veux pas offrir des usines à fer et des usines à carbone à ma petite fille à Yaté. Les baleines, s'il vous plaît, pendant 5 minutes, avec les images offertes par Jacques Perrin et Jacques Luzeau du film Océan, je vous invite à savoir ce que c'est qu'une baleine. J'étais si heureux, je me disais merci Jacques Perrin, merci Jacques. Je voulais que Véronique, mon épouse, Marion, Maude, ma fille, soient avec moi pour partager ce moment. Je voulais que le monde entier soit là, parce qu'à ce moment-là, vous aimez le monde entier. Et si Pierre, vous avez la conviction que c'est important parce que vous avez vécu la nature, moi, je suis ici parce que quand on a vécu ça, on veut que tous ceux qu'on aime puissent le vivre. Mais ça vient d'un vécu. Ça ne vient pas d'un savoir.
Il faut renouer avec le vécu. Il faut renouer avec le vécu. Et c'est ça qui est la clé. Il ne s'agit pas simplement... On ne pourra pas changer sans qu'on ait retouché le vivant. Sans qu'on ait amené nos enfants à aller voir les vers de terre, à aller voir les courtilières, à aller voir les pinsons. Il faut qu'ils touchent, il faut qu'ils vivent. On ne fait pas l'économie de la rencontre. Sinon, on fera encore des dizaines de congrès UICN et des dizaines d'autres qui, chaque fois, feront un constat plus terrible. Le vivant, ça doit se vivre. Ça ne peut que se vivre. Et c'est ça que l'on comprend lorsqu'on est là. Autre chose, quand j'étais posé sur cette nageoire, je me disais, si je n'étais pas allé à la rencontre, je n'aurais jamais su. Il faut faire ce pas, il faut oser, il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques pour aller comprendre l'autre et l'écouter. Et ça change tout. Ce qui est valable pour la biodiversité, pour les requins, c'est valable pour nos voisins qui ont une religion, qui ont une sexualité, qui ont des traditions différentes. Nous sommes tous un. Le prolongement de la diversité biologique, c'est la diversité culturelle. C'est ça qui fait la richesse de la planète. Nous sommes tous un. C'est ça qu'il faut répéter, répéter, répéter. Non, c'est ça qu'il faut faire vivre. Répéter, ce n'est pas suffisant. Il faut le faire vivre. Vraiment. Et à ce moment-là, je pense que ce sera plus nécessaire d'avoir de nouveaux congrès. Parce que le changement, il sera en marche. Comme il a été dit tout à l'heure, on ne change que si on aime. On ne change que si on sait pour qui on le fait. On le fait pour nos enfants, mais on sait comment dire, il faut le toucher du doigt. Il faut toucher du doigt. Donc le changement, c'est d'abord dans les écoles. Pourquoi est-ce que dans les écoles, on a des professeurs de technologie formidables? Pourquoi on n'a pas des maîtres S-rencontres? Pourquoi dans les villes, on n'a pas des gens... On a des gens qui font visiter les monuments. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont dédiés à la rencontre des arbres? Non pas que je crois que je suis frère d'arbres, je ne vais pas aller les embrasser. Mais déjà là, tout d'un coup, ils existent. Je pense qu'il faut amener chacun à prêter attention à ce qui nous entoure. Le mot « prêter attention », cela veut dire donner existence. Tant qu'on n'a pas donné existence aux autres, pourquoi se soucier de les protéger puisqu'ils n'existent pas? Le matin, avec mon épouse, quand on se lève, on ouvre la fenêtre et on dit « bonjour ». Bonjour, en pensant « bonjour » et en regardant. Il y a en face de la fenêtre un arbre de Judée. Encore une fois, je ne crois pas que je sois frère de l'arbre de Judée. Mais je lui donne existence. Tu es là, je le sais, et je vais prêter attention à toi. Le chardonneret, le verdier. Donner existence. Et à ce moment-là, je sais pourquoi je vais faire attention. Parce que tu es là et tu existes. Et je sais pour qui, parce que ma petite fille va venir ce soir à la maison et que demain matin, nous allons aller regarder sous les pierres s'il y a des vers de terre. Nous allons prêter attention et existence. C'est la clé, c'est le secret. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Merci les chiffres. Ils sont nécessaires. Mais j'espère qu'ils seront nécessaires demain pour mesurer le retour du vivant. Les études, elles sont faites pour ça. Et avant, c'est nous. Soyons contagieux. Soyons contagieux. Quand nous sortirons de cette salle, prenons un engagement. Moins de bagnoles, moins de smartphones, moins de virtuel, un tout petit peu, tout petit peu. Et engageons-nous dans cette voie. Il n'y aura pas d'autre changement. Pas autrement.
je ne sais pas si j'ai encore 3 minutes. Non, mais je ne peux pas vous arrêter, en fait. Mais sinon... On n'a pas explosé le temps, mais on pourrait vous écouter encore, allez, largement une demi-heure. Sinon, je voudrais vous passer un autre petit extrait qui est différent. Oui, s'il vous plaît. C'est lorsque, tout d'un coup, en ayant, je le répéterai sans cesse, en ayant été incroyablement patient, humble, petit, ouvert, ça s'apprend, je vais vous le dire, et j'apprends tous les jours, je me fais des croche-pieds tous les jours avec l'équipe. Tout ce que je vous dis aussi, c'est qu'un travail d'équipe. Je dis je, c'est très arrogant. C'est René Euzé, c'est Jacques Perrin, Jacques Cluzot, c'est tout le monde. Et en étant infiniment patient, tout d'un coup, les autres vous invitent et vous accueillent. Le grand requin blanc, tout à l'heure, il m'a accepté. C'était formidable. Mais je vous jure, il m'a changé pour toujours. Et là, le cachalot Elliot, il va faire beaucoup plus. Je voudrais qu'on passe l'extrait de Elliot, le cachalot, qui est venu avec René Euzé nous inviter. Nous sommes dans l'océan Indien. Ça fait plusieurs années maintenant que nous plongeons avec la même famille. Avec René, nous avions complètement loupé la plongée, on s'était mis à l'eau, les cachalots avaient plongé dans les profondeurs, plus de 1000 mètres sous nos palmes, inutile de dire qu'on ne les avait pas suivis, et nous nous sommes retrouvés tous les deux, comme ça dans le bleu, on avait envie de sortir, et tout d'un coup, j'entends. Moi, je ne voyais rien, mais lui nous avait vus. Lui, c'est un jeune mâle, Elliot, que nous connaissons, que je connais depuis très longtemps. J'emploie le terme connaître parce que vraiment, on les a vus naître, ces cachalots. Et donc, on a vu exprimer leur personnalité. Et donc, Elliot est venu du fond de l'océan. C'est un animal libre, sauvage, indompté, qui vient ici de sa propre envie. Il vient chercher ni nourriture, ni protection. Il est libre. Voilà, la nature sauvage. Et c'est lui qui vient. C'est lui qui vient et qui, par ses postures, vient nous inviter à danser. Et puis, ce que vous entendez là et qui est symbolisé par la barre blanche, c'est une expression sonore très particulière qui est une coda à 8 clics qui est associée à une demande de contact physique, une demande de câlin. Elle n'avait jamais été utilisée entre un cachalot et un plongeur. Elle est toujours utilisée entre deux cachalots. Et là, cette fois-là, Elliot, dans son langage propre, me demande une caresse. Non seulement il met ses positions, d'ailleurs, je joue avec lui, je me mets sur le dos, il se met sur le dos, je tournais à droite, il tournait à gauche, je baissais, bref. Non seulement il utilise toutes ces attitudes qu'ils utilisent entre eux pour se demander des caresses, mais pour la première fois, il utilise cette expression sonore particulière qui est propre, encore une fois, au cachalot et qui demande un câlin. Tout d'un coup, les rôles sont inversés. C'est lui le chercheur, c'est lui le scientifique qui vient faire de l'éthologie et qui essaye de comprendre nos comportements. Miroir inversé. Mais surtout, c'est lui, l'animal sauvage, qui vient m'apprivoiser. Il veut tisser des liens. Il veut tisser des liens avec une autre espèce. Il s'intéresse à l'altérité. Il ne fait pas ça parce qu'il vient chercher quelque chose qui est nécessaire à sa survie. Pas du tout. Lui aussi est curieux. Nous n'avons pas, nous les humains, le monopole de l'envie d'explorer. Nous n'avons pas, nous les humains, le monopole de l'envie d'apprivoiser et de tisser les liens avec d'autres espèces. Lui, le cachalot, ça c'est René qui râle parce qu'il a plein de bulles sur son hublot. C'est un plan séquence, ça n'est pas monté, tout ça c'est brut. Hein? Ça a bien duré 10 minutes. Quand un animal sauvage, qui a l'océan pour lui,
qui est puissant, reste pendant 10 minutes, c'est qu'il est bien. Un animal sauvage fuit, s'en va quand il n'est pas bien. Il est bien. Inutile de dire que nous sommes heureux et bien. Et quand on a vécu ça, inutile de dire qu'on ne peut plus vivre de la même manière avec nos autres colocataires. C'est ça qu'il faut faire vivre. Oh, pas obligatoirement avec un cachalot, mais pourquoi pas avec un pinson? Pourquoi pas avec d'autres colocataires? C'est aussi fort, hein. Quand j'étais petit, il y a un petit moineau qui est venu se poser sur mon épaule. Ça m'a aussi changé. Parce que lorsqu'une espèce qui n'a aucun intérêt, autre que celui, par curiosité, de venir, vous offre un moment de paix, alors vous êtes changé. Et regardez ici la délicatesse de Elliot. Il ne touche ni la caméra, ni moi, jamais. Il se contorsionne, il se plie, il se met à l'aune de nos infirmités de petits plongeurs. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, vous voyez que quand, là, maintenant, je n'ai pas assez répondu à son attente, il s'en va. Encore une fois, en 3 coups de nageoire, il est dans son monde, qui n'est pas le nôtre. Il exprime ici toute sa liberté, et encore une fois, celle d'avoir voulu tisser des liens avec un humain, avec une autre espèce. Quand on a vécu ça, on sait pourquoi. On essaye de préserver les autres vivants. Et je vais terminer là-dessus, c'est pas simplement les autres vivants, c'est chacun des vivants. Parce que Elliot, il est singulier, il est unique au monde. Les autres cachalots du même groupe sont tous différents. On a vu leur personnalité s'exprimer. Ce que nous découvrons quand nous plongeons à l'écoute des autres, c'est ce que Sabrina Kriab va vous raconter ce soir avec ses chimpanzés, c'est qu'il n'y a que des singularités, que des singularités. Chaque créature vivante est singulière et c'est comme ça qu'il faut voir le monde. Et c'est comme ça qu'il faut préserver les autres, accorder de l'importance à chaque individu irremplaçable, singulier et merveilleux, parce que c'est cette différence singulière qui fait la richesse de notre planète. Merci. François Sarano. Mais quelle claque, levez-vous! Encore un petit coup. François Serrano, restez avec nous, restez avec nous. On ne peut pas vous laisser partir comme ça, c'est pas possible. Je lis un message des internautes que nous saluons et nous remercions de leur suivi. C'est émouvant, j'en ai les larmes aux yeux à penser qu'un jour, si on ne fait rien, ne seront plus là et qu'on ne verra plus ce spectacle grandiose. C'était grandiose ce que vous avez fait, monsieur Sarano. Merci beaucoup. J'ajoute, mais si, l'océan est résilient, le monde est résilient. Il suffit que nous arrêtions notre agression. On le voit, le parc national de Porquerolles. Chaque fois qu'on fait une réserve, la vie revient, en particulier le milieu marin. Il y a de l'espoir, ça vaut la peine de se battre. Chaque fois qu'on arrête nos agressions, on gagne. La vie revient en abondance, elle revient en diversité. On peut très facilement, ça ne coûte rien, offrir à nos enfants un océan plus riche que ce que nous connaissons. Il suffit, encore une fois, d'arrêter d'agresser. Changeons de shampoing, changeons de bagnole. Vivons autrement. Et arrêtons, vous l'avez dit, de parler aussi de crise écologique, de crise du vivant, de crise climatique. On vit plutôt une crise du lien, de la fin de l'expérience de la nature. Vous l'avez un peu dit, mais qu'est-ce qui vous donne aujourd'hui de l'espoir? Vous avez parlé des enfants. Comment concrètement on pourrait renouer avec le vivant, faire connaissance? Pardon, chacun est directement lié à ses enfants. Comment est-ce qu'on peut renouer avec ses enfants? C'est pas compliqué. Vous savez, ces petits trucs là que chacun a dans sa poche. Touc,
TikTok, la télé qui nous bassine avec la pub, qui nous demande de consommer. Même, vous avez vu aussi les panneaux dans la rue, les panneaux lumineux, là, maintenant. Ils vous disent de ne pas consommer d'énergie. Non, mais je blague pas. J'aime beaucoup le métro, j'aime beaucoup la gare de Lyon, j'aime beaucoup les gares, parce que tout d'un coup, on est dans le dur, on est dans le concret. Comment est-ce que je vais parler des cachalots et de la préservation des cachalots à ce jeune homme qui est en train de jouer à des machins sur le... Non. Mais nous sommes tous parents. Nous sommes tous femmes, maris. On a tous des liens entre nous. Soyons contagieux. Et vous allez voir, c'est nos parents qui sont les plus difficiles à convaincre. Parce qu'on ne veut pas les bousculer. On ne veut pas les bousculer. Alors si nous arrivons à convaincre nos parents, très vite, nous allons pouvoir de proche en proche réamener nos enfants dans la nature. Encore une fois, je le vis, je l'ai vécu avec mes filles, je le vis avec un... Et puis c'est un bonheur inouï d'aller gratter par terre, de se mettre à genoux le matin, même quand il fait très chaud et très sec. L'herbe est toute mouillée. Alors, il y a ouh, c'est tout mouillé. C'est renoué, c'est ça qui fait aimer. Aimer. On ne changera que si on aime. Encore une fois, c'est pas neuf. Hein. Mais il faut le faire, il faut le faire. Alors faisons-le. Maintenant, en sortant tout à l'heure, allez regarder les arbres. Prêtons attention et amenons ceux qu'on aime à prêter attention. D'abord, ils seront riches de toute cette diversité. Sinon, on est pauvre puisqu'on ne la découvre pas. Elle n'est pas là. Soyons riches. Ensuite, on peut l'offrir sans priver personne. Le matin, souvent avec Véro, on s'offre les petites gouttes de rosée qui restent sur les feuilles de l'arbre de Judée. Et comme on a la chance d'avoir le soleil lumineux à l'est, là, qui perce ces gouttes, ce sont des diamants éphémères qu'on s'offre. Ils existent, on est riche de ça. Soyons ça. Et alors, je suis sûr qu'on pourra le faire. Et encore une fois, la nature, elle ne nous en veut pas, elle est forte. François Sarano, je me permets, parce que les commentaires sont autant élogieux qu'intéressants. Formidable, absolument formidable. Il faut faire passer sur les réseaux et chez les élus pour que plus de personnes nous rejoignent. Donc, comme pendant votre présentation, j'ai l'impression aussi, sous-entendu, peut-être que le ministère de l'Éducation nationale et puis toute l'action pour l'éducation, ce serait peut-être ce qui nous rapproche de la panacée de tout ça, que tous les jeunes, et que ce soit des objets pédagogiques en tant que tels, l'extérieur. Il faut refaire des sorties scolaires. Il faut aller dans les champs. Il faut aller dans les champs. Il faut aller dans les forêts. On fait des trucs de ski. Non, mais pardon. On fait des classes de neige pour aller faire du ski aux gamins. Super. Faisons des classes de forêt. Formons des maîtres forêt qui apprennent justement à tisser des liens sans agresser. C'est compliqué. C'est très compliqué. On est maladroit. Justement. On agresse les étoiles de mer, mais il faut apprendre ça. Excusez-moi, j'utilise un écran, ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas là avec vous pour poser la question, mais c'est pour rendre service aux personnes qui nous écoutent. Est-ce qu'on peut tous le vivre? Parce que quelqu'un demande, est-ce qu'on va tous le bousiller si on le vit tous, justement? On va le bousiller. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas faire. Encore une fois, c'est comme aller dire bonjour à son voisin de palier. On ne peut pas apprendre ça sur Internet. Il n'y a pas de tuto. On frappe et on peut être maladroit parce que, encore une fois, il y a une culture différente. Mais ça s'apprend sur le terrain. C'est pareil dans la nature. Et puis si, c'est quand même un peu formidable. S'il y a une telle demande de nature, si aujourd'hui le parc formidable national de Porquerolles est saturé, que tout le monde veut aller là-bas, multiplions les Porquerolles. Enfin, je veux dire, n'importe quel économiste peut comprendre ça. L'économiste, il dit, il y a de la demande, augmentons l'offre. Bon Dieu, augmentons l'offre, multiplions les réserves. Puisque tout le monde a besoin de cette nature, alors la densité diminuera dans les réserves. Et si Porquerolles, c'était tout le littoral français, mais on n'aurait plus besoin de colloques IUCN. Vous vous rendez compte? 800 mérous autour de tout petits Porquerolles. Je multiplie tout le littoral français, mais c'est des dizaines de milliers. Il ne faut pas
enfermer la nature sous cloche. Il faut que tout le monde puisse y accéder. Et vous avez raison, tout le monde, c'est trop. Sur les tout petits espaces qu'on leur laisse. Donc, ouvrons-nous, ouvrons aux sauvages. Et la réconciliation, elle ne peut passer que comme ça. Que comme ça. Je suis sûr d'une chose, hein, c'est qu'on ne peut pas faire l'économie de la grande. Mais encore, il faut des maîtres. Formons des maîtres. Il y en a des tas. Tous les scientifiques qui sont allés sur le terrain savent. Ils savent écouter, ils savent patienter, ils savent se mettre ouverts, sans a priori, à l'écoute de l'autre. C'est ça qu'il faut apprendre aux gens. Et, vous savez quoi? Il y avait quelqu'un qui avait dit ça très bien. C'était Albert Jacquard, qui voulait écrire sur le fronton des écoles « Ici, on apprend l'art de la rencontre ». Eh bien, la rencontre, c'est avec nos frères humains et tous nos frères non humains. Peut-être une question tatillonne, épineuse, subversive, qui concerne la démographie. Doit-on effectivement amoindrir notre pression sur le monde en faisant moins d'enfants? Est-ce qu'il ne vaut mieux mieux habiter ce monde? Quel est votre avis? Quelle est votre position là-dessus? Il y a de la place pour tout le monde, pour 10 milliards d'habitants. Il faut lui dire, c'est juste pas sérieux. Arrêtons, ça n'est pas sérieux cette histoire de démographie. Ça n'est pas sérieux. En revanche, ce qui est sérieux, c'est que les 10 milliards d'individus veuillent des smartphones. Mais on nous fait croire qu'il nous faut des smartphones. Ce qui n'est pas sérieux, c'est notre consommation. Il faut arrêter. Arrêter avec cette histoire de démographie. Il faut aussi arrêter de dire « Mais monsieur, comment allons-nous les nourrir ? Il faut continuer à déboiser la forêt amazonienne, à exploiter plus l'océan. » C'est du grand banditisme. Quand on nous dit ça, c'est du grand banditisme. Pourquoi? Parce que dans une économie qui ne satisfait que la demande solvable, les gens qui ont faim, les gens qui ont besoin de cette nourriture, bon, on leur dira, attendez, il a fallu que je paye les déboiseurs, hein. Il a fallu que je paye mon chalutier, il a fallu que je paye le congélateur. Alors, la nourriture, je ne vais pas te la donner. Nous bouffons trop. Nous bouffons trop, de tout. Et il y a des gens qui me disent, oui, non, mais dans ce monde, c'est la loi de la jungle, donc l'humain... La loi de la jungle, c'est la loi de la frugalité. Les grands prédateurs, il n'y a pas plus frugal. Vous savez combien mange un requin blanc par jour? Un requin blanc de 1,5 tonnes? 3,5 kg. Vous savez combien mange un requin qui fait 1,50 m, 2 mètres, un requin gris? 250 grammes par jour. Et that's it. Si nous faisions comme lui, après le petit déjeuner, nous n'exploiterions plus rien. Non, il y a un univers entre ce que nous pourrions consommer et ce que nous consommons aujourd'hui. Un univers de bien-être. Et malheureusement, il y a longtemps qu'on a dépassé le point d'inflexion entre ce que nous avons et ce que nous consommons aujourd'hui. Donc oui, il y a de la place pour 10 milliards d'habitants et qui vivent heureux parce que le bonheur n'a rien à voir avec ce que nous avons. Nous ne nous plaignons pas de ne pas avoir ce qui va être inventé demain. Eh bien, ça va paraître indispensable à nos enfants parce qu'on va leur faire croire que c'est indispensable. Avec Véro, sur la Calypso, il n'y avait pas de téléphone. On avait juste un copain qui s'appelait Guy Joas et qui était radioamateur. Et moi, je portais des mois. Titi, tata, 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 titi, titi, tata. Et le message mettait, il allait en Papouasie, Jakarta, il revenait. Et une semaine après, dring, à la maison. Allô, Madame Sarano, j'ai un message pour vous. Tout va bien. Est-ce que vous avez un message? Et 2 semaines après, tout va bien. Le précieux de la rareté. Ce tout va bien était... Alors que maintenant, t'es où? Oui, oh bah écoute, moi je suis à la même station de métro. Oui, on se retrouve. Nous confondons la relation vraie avec l'interpellation, l'information avec la connaissance. Les liens, c'est physique avec son corps, avec je pense à toi. Quand je pense à toi, je sais à qui je parle. Je suis navré, je voudrais vous parler à chacun en particulier. J'essaye de le faire parce que, on revient aux mêmes choses, ce n'est qu'en prêtant attention à l'autre
singulier qu'on va pouvoir changer. Merci, Monsieur Sarano. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.